l'après-midi entendre nos 2 intervenants que je présenterai dans quelques instants. Mais je voudrais, tout d'abord dire, quelques mots, sur, cette question de la gouvernance, internationale et sur cette question, de l'élaboration, de la construction d'une nouvelle gouvernance internationale. Alors une indication de vocabulaire tout d'abord, le mot gouvernance, est utilisé, dans diverses disciplines de sciences humaines et sociales et il a souvent, été recouru à ce mot, au regard, d'une pluralité, d'acteurs, de procédés, d'interactions, dont la complexité est difficile à retranscrire. Donc le mot gouvernance a été, choisi, dans ce contexte et interroger une nouvelle gouvernance internationale, c'est naturellement interroger des buts et des finalités et également, interroger des institutions et des normes. Donc je voudrais, dire quelques mots à cet égard. Pour ce qui est des buts et des finalités, nous les avons, clairement définis, dès le début, de ce colloque, avec, notamment, 2 enjeux qui seront abordés, dans la deuxième partie de cet après-midi. L'élaboration, enfin la mise à disposition d'un vaccin, avec, le statut, de bien commun, toutes les conditions et les enjeux qui l'accompagnent et puis, améliorer, la réponse aux pandémies, en la précédant d'une véritable préparation, aux pandémies, passer d'une logique curative à une logique, d'anticipation, comme, cela a pu être dit par certains intervenants, notamment ce matin. Alors interroger, une nouvelle gouvernance, c'est aussi, interroger les institutions et les normes et de ce point de vue, je voudrais également, rappeler quelques éléments de repère. Alors, ce qui caractérise, le champ, de la santé sur le plan international, c'est la très grande, diversité, des acteurs impliqués, acteurs publics, et privés, acteurs, nationaux et internationaux, sachant qu'il a été constamment rappelé que la problématique, de la santé relevait de la compétence, de l'État en dernière intention. Dans le contexte international, ce qui est caractéristique et il est à cet égard assez révélateur que, le propos introductif ait déjà suscité quelques réactions, sur ce terrain-là. Ce qui est caractéristique donc dans le contexte international, c'est, l'existence, d'une institution spécialisée, compétente en matière de santé, donc l'Organisation mondiale de la santé, dont il a déjà été question et dont il sera à nouveau question, cet après-midi. Mais une institution spécialisée, qui, à bien des égards, est placée, dans une situation, assez particulière sur une question aussi importante puisque, dans le cadre de cette organisation internationale, il est, de manière, extrêmement fréquente recouru, à une expertise scientifique, dont il est, un peu difficile de l'identifier, de mesurer sa place et d'apprécier, véritablement, les garde-fous qui l'accompagnent et puis surtout et la question est plus globale, on est en présence d'une organisation internationale qui est sous-financée. Les États, accordent des financements à l'Organisation mondiale de la santé, qui sont, notoirement, très insuffisants et la participation, des enfin la part prise par les financements privés, il a été, fait allusion à une fondation connue, hier. La part prise par le financement privé interroge. Elle interroge d'autant plus que, il y a également, une réalité qui a été, enfin un peu évoquée de manière incidente, mais qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que, il y a une part très importante également des financements fléchés dans le fonctionnement de l'OMS. Ce qui fait que, finalement, l'indépendance des choix, de l'Organisation mondiale de la santé en est directement affectée. Alors il y a des lueurs d'espoir puisque la dernière, assemblée, mondiale, de la santé a semble-t-il, acté une augmentation, tout à fait significative, de la part du financement par les États. Il y a un certain nombre d'évolutions qui sont envisagées, au-delà de la question du financement. Mais il me semble important,
de rappeler ces éléments, et de les mettre, en rapport avec tout ce que, l'OMS a pu coordonner dans le cadre de la gestion de la pandémie avec, des initiatives, diverses qui ont plus ou moins bien marché, qui, relevaient, de domaines, divers, des partenariats, des initiatives, sur lesquelles je ne vais pas revenir maintenant, mais qui ont été déjà, un peu évoquées, ce matin avec BioHub notamment, COVAX, d'autres initiatives. Donc il est, certainement, pertinent d'avoir, ce contexte à l'esprit au moment où il va être question, de l'écosystème international, de la santé. Du côté des normes, naturellement, la norme de référence qui a été, rappelée à plusieurs reprises, c'est le règlement sanitaire international, qui est l'instrument multilatéral de référence, qui pose des obligations, pour, dans le contexte, multilatéral onusien, avec des perspectives d'évolution, avec d'autres instruments qui pourraient, venir compléter, le rôle qui est celui, de ce règlement. Donc je pense que nous avons, des repères, pertinents, sur lesquels il nous convient, de réfléchir, qu'il nous convient, d'interroger, et la discussion portera, sur ces questions pendant toute l'après-midi. Alors je vous propose, pour débuter cette réflexion, d'écouter nos 2 premiers intervenants. Donc nous entendrons tout d'abord, le professeur Patrice Debré sur la question, ainsi formulée: «Dans l'écosystème international de la santé, quelle place pour une recherche au service, du bien commun?» Et puis nous entendrons, Anna Zielinska, sur le thème: «Écueil éthique de la philanthropie, sanitaire». Donc professeur Debré, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette question très vaste qui m'était proposée et après discussion avec les organisateurs, en fait, j'ai décidé de centrer mon propos sur deux idées. La première, c'est de la resituer dans un contexte éthique concernant la santé mondiale et aborder le point de l'équité, équité en matière de liberté de la recherche, c'est-à-dire l'équité pour le droit de la recherche. Et la deuxième, ensuite, repartant sur cette idée-là, est de voir quelle gouvernance donner pour que nous puissions parvenir à cette équité. Si on part de l'idée qu'aujourd'hui, la science, la technologie et l'innovation qui vont ensemble doivent reposer sur une solidarité mondiale et le partage des enjeux, il faut bien reconnaître que cela s'inscrit dans un contexte international transformé. On le voit tous les jours où les tensions politiques s'accroissent, où les droits de l'homme et les valeurs fondamentales sont remises en question, et où pendant les dernières décennies, nous avons vu la montée en puissance de préoccupations sur la pérennité du patrimoine humain environnemental, sur l'évolution des facteurs de risque liés à l'insécurité ou encore sur l'emprise de la soft power sur la relation de pouvoir et d'influence. Et donc réfléchissant là-dessus, dans cette première partie de mon exposé sur le droit à la recherche, considéré comme tous les biens mondiaux, on doit admettre, on devrait admettre qu'il ne doit pas connaître de frontières. La liberté de la recherche rejoint d'ailleurs celle qui est la liberté de l'enseignement, de la publication et au fond, d'une manière plus générale, la liberté d'expression. Or, les biens publics mondiaux, ceux de la santé, de la lutte contre le Covid, le climat, l'énergie, peuvent dépendre en fait de pays dans lesquels elle n'est pas sécurisée et où les droits de l'homme sont bafoués. On pense aujourd'hui, bien sûr, à la composante Russie-Ukraine, mais nous avons vu des formes également très visibles dans des poursuites judiciaires, par exemple en Iran, où il y a des chercheurs assignés en résidence, et où des formes prises peuvent être au contraire très différentes. Le harcèlement, la surveillance, l'intimation sur des chercheurs comme sur les membres de la société civile, des pressions sur la recherche financée par des fonds publics. Et outre certaines de ces mesures qu'on peut considérer comme brutales, il y en a de plus subversives, comme de la soumission à des décisions académiques aux visas politiques des autorités, comme les contraintes exercées sur le droit d'investir dans certains domaines de recherche, l'accès aux sources documentaires, la liberté de publier, de communiquer ou d'autoriser la libre circulation des échantillons. Euh, Parmi toutes ces recherches sur lesquelles pèsent des autorités, on va dire, étatiques,
Le domaine médical, donc celui dont nous parlons ces jours-ci, est un domaine qui est relativement préservé. Il l'est parce que les retombées n'offrent pas ou peu de connotations politiques, même si, et ils impactent aussi directement la vie quotidienne des citoyens. Mais même dans ce domaine, on l'a vu à propos de la crise du Covid, cela a révélé des pressions administratives comme celles qui ont eu trait à la gestion de la communication ou dans certains pays, des embargos déclaratifs sur les statistiques des cas détectés ou encore l'accès, coopératif diminué à des structures de biosécurité comme les P4. Toutes ces recherches n'attirent pas la même attention et on retiendra celles, bien sûr, qui sont politiquement sensibles, en particulier en sciences humaines et sociales. Quelles qu'elles soient, heu, à mon sens, elles doivent pouvoir s'effectuer en fonction de la pertinence et des attendus scientifiques, comme des besoins et des aspirations des citoyens, notamment, bien sûr, en contexte, épidémique. La liberté académique, puisque c'est de ça dont on parle, la liberté de la recherche, est ainsi la condition et le fondement d'une recherche scientifique d'excellence. Alors, devant la montée des pressions, les alarmes de communautés scientifiques, différentes autorités politiques ou académiques d'ailleurs s'en sont saisies dans l'ensemble du monde occidental en particulier, en multipliant les chartes, en multipliant les directives, en multipliant les guides pratiques, les guides de bonne pratique. Et j'en voudrais citer quelques-unes, telles les recommandations du Parlement européen de 2018, la déclaration de Bonn sur la liberté de la recherche scientifique d'octobre 2020, ou le Conseil de l'Europe du 20 novembre 2020. Toutes ces recommandations ont le mérite d'exister. Elles existent certes, mais il faut admettre en fait que leur mise en œuvre laisse à désirer et je voudrais examiner avec vous certaines des mesures qui pourraient être évoquées, éventuellement réfléchies et éventuellement encore initiées. Tout d'abord, il s'agit de sensibiliser et d'informer sur ces pratiques qui brident la liberté de la recherche. Alors, il y a déjà des initiatives qui existent. On en connaît quelques-unes, comme l'Observatoire mondial des libertés académiques, qui a été créé en 2021 par l'Open Society Network et la Central European University, qui d'ailleurs a dû déménager de Budapest à Vienne en raison des études qui ont été menées sur le genre. Il s'agit aussi de suivre des recommandations en point numéro 2, comme celle dont certainement a parlé ce matin, Michel Leduc, et qui suivent, la conférence générale de l'UNESCO en novembre 2021 sur la science ouverte, qui recouvre un champ très large, car elle tente à réduire les inégalités entre les pays en sciences, technologies et innovation. Et on peut prôner, comme sûrement a prôné Michel, l'ouverture des connaissances scientifiques, le libre accès aux publications scientifiques, le partage des infrastructures des recherches, la collaboration avec les systèmes de savoir autochtones. Et un point qui m'apparaît tout à fait important, qui est le financement et la production participative des acteurs de la recherche, susceptible d'entraîner un contre-pouvoir de la société civile par le biais de financement de sa participation de production scientifique. Troisième point sur lequel nous pourrions réfléchir, qui est l'établissement, mais ça fait, de coopération scientifique internationale, qui est un des moyens de promouvoir ces libertés en recherche. Le partage des données et des acquis de la recherche n'est-il pas en fait à même de conforter la liberté de la recherche quand celle-ci serait diminuée? Les pressions sont plus difficiles à exercer en effet quand les institutions scientifiques et les chercheurs ne dépendent pas seulement de la puissance étatique, mais de programmes internationaux. Et donc mon troisième plaidoyer est celui pour des programmes internationaux qui permettent d'acquérir une certaine indépendance. Et il faut ainsi poursuivre, inciter la coopération internationale et multipartite, stimuler celle qui est transfrontalière et en communauté de pratique et de solidarité entre les pays. À cet égard, la résolution que vous connaissez sans doute de mai 2021 de l'Europe allait dans ce bon sens en montrant une coopération nécessaire en matière de recherche et innovation et en favorisant à travers l'Europe des réponses mondiales. Mon quatrième axe de réflexion est de favoriser la recherche dans des zones, justement, où les libertés sont bafouées. Il y a déjà eu des expériences de ce type face au risque d'instabilité politique, économique et culturelle, initiatives sur l'assurance universelle ou sur la lutte contre le climat, qui dépassent ce qu'on dit aujourd'hui, mais qui ont été proposées déjà dans des zones où les libertés sont bridées. Mais parce qu'elles sont techniques, parce qu'elles sont souvent isolées du contexte, à mon sens, ces recherches sont souvent indépendantes les unes des autres et ces programmes perdent en portée politique ce qu'elles devraient en fait promouvoir. Cette stratégie nécessite des choix, des prises de position
qui ne sont pas à l'échelle des chercheurs, mais des institutions de recherche, de leurs décideurs et de leurs tutelles. Et à cet égard, je pense qu'il faudrait particulièrement y réfléchir. Parce que ces institutions doivent entraîner leurs partenaires à la réflexion des programmations qui concernent directement ou non des aspects sanitaires mêlés à des aspects des droits de l'homme. Vaccins et négationnistes, lutte contre les endémies, stigmatisation de minorités, sécurité alimentaire et guerre, etc. On peut en trouver de multiples exemples. Mon cinquième point est une recherche solidaire qui tienne compte des difficultés ressenties par ceux dont la recherche est soumise à telles conditions de danger ou de déconsidération. Et à mon sens, une réflexion doit avoir lieu à tous les niveaux à partir du contexte, des enjeux de partenariat, du besoin de renforcement de capacité et de leur nature, pour faire en sorte que les partenaires soient informés sur leurs droits et poursuivre une recherche solidaire que l'on peut considérer comme noble et susciter l'envie d'une telle pratique dans un but humanitaire. Pour terminer, en dehors de ces 5 points, je dirais que derrière, bien sûr, il nous faut réfléchir à une gouvernance. S'agissant de ces éléments de réflexion, on va dire, de politique publique sur l'équité du droit à la recherche, comment arriver à promouvoir une gouvernance qui puisse la permettre dans ce contexte de santé mondiale. Et avant d'arriver aux propositions de gouvernance et de réflexion plus particulières, je voudrais faire 3 constats. La première qui concerne la recherche, mais plus particulièrement la politique internationale de la France en recherche. Je dirais très volontiers qu'il s'agisse des différentes institutions et de leur tutelle, il n'y a pratiquement pas de réelle coordination, encore moins des problèmes éthiques, bien sûr, qui concernent la recherche à l'international. Euh, Sauf certains d'entre eux qui se déroulent dans le cadre des objectifs du développement. Mais si l'on réfléchit à la recherche française, qui s'effectue dans le cadre, on remarquera tous ensemble, je pense assez volontiers, qu'elle est particulièrement éclatée entre des ministères, divers ministères concernés, qu'il s'agisse bien sûr du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mais du ministère de la Santé, du ministère de la Recherche et un des plus importants aussi, le ministère de la Finance. Certains d'entre eux sont donneurs d'ordre, d'autres non. Derrière, nous allons trouver des institutions qui sont des institutions dédiées ou non, et puis des collectivités territoriales, au sein duquel on va trouver des universités, des hôpitaux, sans compter bien sûr le privé, qui revêt d'ailleurs des formes très différentes entre les ONG, les fondations, les industries. Et mon premier constat serait que nous partons, au moins en France, sans aucune ou très peu de coordination, et encore moins de stratégie commune. Le deuxième constat, qui va concerner alors le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, c'est que certains des objectifs qui gouvernent la recherche, principalement, mais non seulement opérationnels, dont ceux de la santé et des instruments, sont en fait assez volontiers devenus des instruments diplomatiques dans le cadre de la direction de la modernisation de ce ministère. Le budget, comme nous le savons, sur la responsabilité de ce ministère est d'environ 500 millions d'euros par an en liquidité pour la seule santé, mais parmi ce budget, il ne concerne que très marginalement la recherche et il est essentiellement géré, hormis, peut-on dire, ceux qui sont gérés par Expertise France pour ce qui concerne le Fonds mondial, essentiellement géré à travers des organisations internationales. Et à la table des conseils, on peut dire que les décisions sont plus l'objet de prises de position d'ordre diplomatique et dépendent plus d'influence politique que réellement d'ordre scientifique. Quant au ministère de la Recherche, le ministère de de la Recherche et de l'Enseignement supérieur ou celui de Santé, euh, je reconnaîtrais bien volontiers qu'ils n'ont pas ou très peu de politique internationale dédiée, sauf à participer à certaines des discussions d'objectifs lors des réunions du G7, voire du G20, à travers quelques programmes européens et internationaux, notamment à l'occasion de crises. Mon troisième constat est que sans les relations qui associent ou qui lient ou qui ne lient peu justement le diplomate et le chercheur, qui peuvent apparaître en fait comme deux figures différentes et qui sont parfois considérées comme opposables à travers leurs activités, leurs objectifs et leurs méthodes. Le premier est parfois en pleine lumière, je parle du diplomate, pour donner publicité à son rôle dans des pays difficiles, tandis que le second, au contraire, cherche une discrétion presque impérative s'il veut se fondre dans la communauté qu'il étudie et étend ses observations. Et je plaiderai volontiers sur le fait qu'il y a une insuffisante collaboration et écoute mutuelle entre diplomates de recherche, entre diplomatie et recherche, entre le personnel des ambassades et les chercheurs. Et
qu'on pourrait regretter quand l'un et l'autre, les uns et les autres plutôt, sont porteurs d'une connaissance de terrain qu'il est intéressant de rapprocher. D'ailleurs, le potentiel de connaissance des pays détenus par les chercheurs, ceux qui travaillent sur le terrain, n'est pas toujours reconnu ni mis à profit par les ambassades et réciproquement. Et pourtant, ces recherches en santé jouissent d'un climat d'échange et de collaboration plus actif et beaucoup plus serein entre recherche et diplomatie. On le sait, on va trouver des exemples entre sida et hépatite, par exemple, qui ont trouvé ou favorisé des terrains de rencontre dans des pays où existent des obstacles à la démocratie sanitaire. Je pense en particulier à certains cas des relations telles qu'ils ont lieu entre l'Iran et la NRS, qui ont été rendues difficiles à un moment, ou au contraire au contexte de déstabilisation du Mali actuellement. Reste qu'il faut reconnaître qu'il est souvent difficile de reconnaître les indicateurs, qu'ils soient sociaux, sanitaires, économiques, qui permettent d'identifier et d'approfondir les besoins réels et ainsi de flécher l'opportunité de programme de la recherche. Alors, de ces trois constats, et pour un bénéfice qui pourrait être un bénéfice, encore une fois, parmi les nombreux bénéfices qu'on peut trouver, bien sûr, mais un bénéfice éthique sur l'équité du droit à la recherche, comment promouvoir une meilleure gouvernance et quelle meilleure gouvernance pourrait-on promouvoir en France, en Europe et à l'international? En France, où j'ai beaucoup décrié le modèle actuel qui veut qu'il y ait une insuffisance de coopération entre les différents porteurs d'enjeux, que ce soit à niveau ministériel, institutionnel, au niveau des agences, au niveau des institutions de recherche et leurs relations avec les, les, les ONG et les associations, je vois un modèle euh, pour lequel, avec certains, nous avons beaucoup plaidé, que j'appellerais le modèle ANRS. Je pense que tout le monde le connaît ici. La NRS est devenue ANRS-MIE, comme vous le savez, c'est une agence autonome avec des objectifs qui sont des objectifs nationaux et internationaux et qui portent à la fois sur tout un ensemble de cortèges importants pour la recherche, puisqu'il s'agit d'une programmation, d'une évaluation, d'une mise en œuvre, d'un suivi et qui, nous en parlions encore ce matin, a introduit la société civile dans les diverses instances de la gouvernance et qui a promu, on en parlait encore ce matin, une recherche participative. Il me semble donc que ce modèle ANRS, dont je suis extrêmement étonné, je vous l'avoue, qu'il n'ait pas été suffisamment étudié pour être porté ailleurs dans d'autres disciplines ou d'autres champs que ceux qui nous intéressent, la maladie infectieuse. Et je ferai devant vous une critique majeure aujourd'hui, qui est que on n'a pas donné à l'ANRS aujourd'hui la capacité, alors qu'on lui donne les objectifs des maladies infectieuses, de s'intéresser à l'ensemble des pathologies infectieuses. Et pour ce qui concerne l'international et, euh, et les pratiques au sud, il y a des chantiers entiers qui sont hors de la dépendance de l'ANRS. Pour en citer un, dans lequel nous avions encore une réunion avant-hier, qui est l'antibiorésistance, il est inconcevable que l'antibiorésistance aujourd'hui soit hors du champ de l'ANRS si la politique de la France est de s'intéresser à cette problématique à l'international. Mais le paludisme, les maladies tropicales négligées ne font pas partie aujourd'hui de la NRS-MIE. Et l'avancée hectique, petit à petit, les unes après les autres, de pathologies sur lesquelles on a confié des objectifs à cette association, à mon avis, est un manque de vision réelle des tutelles et des pouvoirs. Cette pratique, c'est-à-dire ce modèle plutôt de l'ANRS, pouvait être reporté à toute une série d'autres disciplines ou champs entiers disciplinaires de recherche, et il existe, car le gouvernement l'a créé pour ça, théoriquement, il existe une structure qui permet de l'y déplier, et cette structure s'appelle les alliances. Le gouvernement, en 2007, a créé des alliances, dont en particulier l'Alliance de la vie et de la santé qui est à Vissant. On ne comprend pas comment on ne peut pas, à l'intérieur de cette alliance, pouvoir promouvoir d'autres modèles que ceux de la NRS qui pourraient s'intéresser très facilement, par exemple, aux maladies chroniques. En ne leur donnant pas de personnalité morale, le ministère et les tutelles ont souhaité en fait s'arrêter à mi-chemin. Et aujourd'hui, où ils s'interrogent, on est à un moment, me semble-t-il, critique pour essayer justement de promouvoir à travers des alliances de ce type, une meilleure coopération et coordination des programmations françaises. Partant de la France, vient ensuite la gouvernance européenne. Et elle n'est pas anodine.
Et un des meilleurs exemples de gouvernance européenne pour l'international, qui m'apparaîtrait important, est le modèle de ce que j'appelle le modèle EDCTP. Pour ceux qui le connaissent, le modèle EDCTP qui a été créé en 2003, qui vient de voir récemment ces jours-ci sa troisième revisitation, qui est encore incomplète parce qu'il faudrait probablement mieux faire participer la société civile, est un modèle important parce qu'il permet une association à la carte, en fait, entre la Commission européenne d'un côté et les programmes nationaux de l'autre. Et pas seulement les programmes nationaux des États membres, les programmes nationaux des États du Sud. Et ceci permet en fait à la carte, à travers les deux articles qui sont le 185 et le 187, des partenariats public-public et public-privé qui sont extrêmement intéressants. Donc, une dimension européenne pourrait être réfléchie alors que le DCTP est restreint aux maladies infectieuses et à l'Afrique sous-saharienne à des possibilités de modèles étendus. Reste ensuite le système de santé international sur lequel vous voudriez me faire parler, mais sur lequel je souhaiterais justement qu'on avance dans peut-être les exposés à venir. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, à l'international, on voit deux forces en présence. D'une part, l'OMS avec les critiques que certains feront après moi et les perspectives que certains pourront développer après moi sur ces modifications. Et puis de l'autre, les partis privés comme la Gates ou d'autres grandes fondations comme le Wellcome. Ne pourrait-on arriver, si on replace dans ce paysage celui qui représente des investissements sur des maladies fléchées comme le Fonds mondial, comme UNITAID entre autres, à arriver finalement à une sorte de concertation globale, euh, mis à part le côté très politique des réunions du G20 et du G7, je pense qu'il y a là une réflexion à avoir sur qui porte et comment faire en sorte que ces réflexions de recherche entre toutes ces grands si je puis dire, porteurs d'enjeux mondiaux arrivent entre eux à pouvoir réfléchir et mieux coordonner. Donc, pour terminer et conclure, j'ai souhaité, dans la première partie de mon exposé, essayer peut-être de mettre l'accent et l'intérêt sur la nécessité de l'équité en matière de droit à la recherche à l'international et de faire un certain nombre de propositions dans ce style. Et deuxièmement, sur la deuxième partie, réfléchir un peu comme des poupées russes sur, à mon avis, les divers systèmes qui peuvent mieux collaborer et se coordonner pour réfléchir ensemble, à commencer par, on devrait être aussi bien servi chez soi-même que chez les autres, à commencer par la France, où il me semble qu'il y a beaucoup à faire pour essayer d'avoir une coordination des efforts aujourd'hui, ce qui n'est pas impossible parce que les instruments sont presque là, mais il manque une réelle volonté politique. Et cette volonté politique ne doit pas s'arrêter à la France, ça n'a pas de sens. Elle doit aller, bien sûr, s'intégrer dans une vision européenne et internationale avec les potentiels que nous avons aujourd'hui. Voilà, merci. Je vous remercie. Alors, nous aurons une discussion tout à l'heure, mais nous avons retrouvé dans votre intervention des questions qui ont déjà été un peu abordées pour d'autres institutions, notamment hier, les problématiques de coordination, la réalité que l'on peut constater d'un éclatement des compétences, la question des légitimités scientifiques et politiques qui s'articulent